en 2013, mon papa m'a dit, bon, comme tu supplies les cours de manière régulière, je ne vais plus financer ton école. À l'école, nous, on était un peu les petits vagabonds de l'école. Vagabonds que tu connais. Quand on parlait des microbes, oui. Zaman et tout, oui. Nous, on était dans le cercle. Et à partir de cela, ma maman m'a dit, bon, donc je vais te confier à quelqu'un qui va t'apprendre à fabriquer des fauteuils. Voici comment je me retrouve dans ce milieu de fabrication de fauteuils. Ça n'allait pas un moment, en tout cas. Ça n'allait pas un moment. Ça n'allait pas, il n'y avait pas marché. On avait nos talents, mais il n'y avait pas marché. Et c'est dans ça, un jour, ce Marocain m'a appelé. Les images que tu m'as envoyées, c'est toi qui as fait? Il dit oui, c'est moi qui ai fait. Bon, je suis dans tel coin, viens me trouver dans tel ou tel coin. C'est parce qu'on a besoin de quelqu'un, sinon je n'ai pas le niveau. J'ai accepté. J'ai accepté d'apprendre avec eux. Tu as accepté d'apprendre? Ouais. Quel que soit le prix, on m'a proposé des prix foutaises, mais j'ai aimé. J'ai vu l'usine est grande, ils sont équipés, ils travaillent bien. C'est des savoirs importés. Il dit, mais pourquoi ne pas apprendre ce savoir? Oui. Voilà. Un entrepreneur n'abandonne jamais. Bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien. Et moi, comme d'habitude, je suis heureux de vous voir. Et comme je l'avais dit, nous avons fait déjà notre première émission avec Monsieur Dambélé. Aujourd'hui, je suis sorti. Je suis venu voir un entrepreneur pas comme les autres. Il a une histoire vraiment émouvante. C'est un jeune entrepreneur qui, depuis ses débuts, a toujours cherché à se battre. Et aujourd'hui, il est en train de bâtir son entreprise. Voilà, il est en train de bâtir son entreprise, une entreprise formidable, très performante. Et j'ai décidé aujourd'hui d'être avec lui afin qu'il puisse nous parler de son parcours. Et donc, pour ceux qui se disent que pour pouvoir commencer, il faut avoir tout, il va vous montrer comment lui, il a commencé. Il va vous parler de sa vie. Voilà, et je suis convaincu d'une seule chose, vous pourrez tirer de toute cette expérience quelque chose qui va pouvoir vous servir dans votre entreprise. Donc, sans plus tarder, on va partir vers l'émission. Bonjour Ibrahim, mon frère, je suis content de te voir aujourd'hui, je suis content. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui nous nous retrouvons aujourd'hui, comme je le dis, pour notre émission avec toi. D'accord. Voilà, au sein de ton business. Oui. Voilà, je suis venu pour pouvoir parler avec toi de beaucoup de choses, des contours, parce que je sais que ton histoire va pouvoir servir à beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes qui veulent se lancer. Parce que depuis très longtemps, moi-même, je suis avec toi, je suis un peu ton parcours aussi. Et moi-même, j'ai trouvé ça vraiment motivant. C'est ça. Voilà. Donc, est-ce que tu peux te présenter à la communauté? Moi, c'est Koné Ibrahim, à l'état civil, comme on le dit. Nous, on a fait papier longueur, on n'est pas trop parti à l'école. D'accord. On s'exprime de manière générale, de manière courante. D'accord. Voilà. Donc, tout a commencé avec l'amour. Hein. D'accord. Comme tu le sais, on dit quand tu as l'amour du chose, tu fais tout pour que ça reçue. D'accord. Avant qu'on va rentrer dans le débat, Koné Ibrahim a grandi où? Koné Ibrahim a grandi à Djamé Bromakoté. À Djamé Bromakoté. Ouais. D'accord. Dans un quartier précaire, comme on le dit. D'accord. Voilà. Donc la vie était comment, le quotidien, tout ça? Difficile. Difficile. Dur. Parce que pourquoi on dit difficile? La vie nous a appris à se battre depuis au début. D'accord. Les parents n'étaient pas tellement riches. On ne va pas dire riches. Nous, on n'était pas pauvres aussi. D'accord. Mais comme on le dit, on s'en sortait dans la vie. On arrivait à manger quand même. Ouais, on arrivait à manger grâce aux parents. C'est comme ça ça a commencé. D'accord. Ouais. Et depuis, tu me disais comme ça que le parcours scolaire n'était pas grand. Tu as eu quel niveau scolaire? Bon, niveau 4e. Hein. Niveau 4e. Mais en général, je n'étais pas concentré. Donc tu ne partais pas tout le temps à l'école? Voilà, je n'étais pas un élève... assidu en terrain. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais quand même, tu avais de l'espoir pour ta vie. Ouais. Voilà. Tu sais, tout le monde n'est pas fait pour l'école. Hein. C'est ça. Voilà. C'est ça. Moi, sur ce sujet, je vais te dire, mon papa, c'était un grand ferronnier. D'accord. C'est un homme du métier. Homme du métier, ça est dans notre sang. Tu vas beau partir à l'école, mais tu es fait pour métier. D'accord. Donc, du coup, on partait à l'école, on n'était pas concentré. Chaque vacances, on partait faire ferronnerie. Avec papa? Avec papa. Donc, c'est lorsque
En 2013, mon papa m'a dit, bon, comme tu supplies les cours de manière régulière, je ne vais plus financer ton école. Et à partir de cela, ma maman m'a dit, bon, donc je vais te confier à quelqu'un qui va t'apprendre à fabriquer des fauteuils. Tu ne vas plus faire ferronnerie. Voici comment je me retrouve dans ce milieu de fabrication de fauteuils. De fabrication de fauteuils. En 2013. Mais est-ce que quand tu étais plus jeune, tu t'imaginais travailler dans la menuiserie, dans la fabrication de fauteuils, de meubles? Non, non. Non, je ne me voyais pas dans ce milieu. Parce que je te disais que à l'école, nous, on était un peu les petits vagabonds de l'école. D'accord. Vagabonds même. Vagabonds que tu connais. Quand tu attends Bromacoté... Explique-moi plus, parce que là tu m'intrigues en fait. Quand tu attends Bromacoté, oui, tu dois savoir que c'est là où Bromacoté est le voisin de Atekoubé. D'accord. Quand on parlait des microbes, oui, Zamante et tout, oui. Nous, on était dans le cercle. Waouh. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Bromacoté, c'est un quartier qui se trouve dans une commune d'Abidjan. Oui. Voilà, au niveau de la Côte d'Ivoire, oui. À Djamé précisément, c'est un quartier, on va dire, vraiment où c'est un peu difficile. Voilà. Donc, dans ce milieu-là, tu ne peux pas être concentré sur l'école. Parce qu'il y a toujours pas là des machettes, tu es obligé de t'adapter. Donc, toi aussi, tu es obligé d'être un petit, comme on le dit ici, un petit noussi. Attends. Allons doucement. Les phénomènes qui se passaient en Côte d'Ivoire à l'époque, oui. Tu as été obligé de pouvoir suivre aussi la tendance. Effectivement. À cause de l'environnement. À cause de l'environnement. En fait, si, comme on le dit, si tu n'es pas timbré, tu vas tomber, tu vas prendre balle au pot cassé, comme on le dit. Donc, il faut que toi aussi, comme on le dit, c'est au sein du danger, on se sent en sécurité. D'accord. Il faut que tu sois au sein du danger pour être en sécurité. Donc, tu as vécu des choses dans le quartier là-bas? Oui, j'ai vécu. Tu as une histoire particulière à nous partager? J'ai vécu. Un exemple comme ça. Dieu merci, Dieu m'a épargné. D'accord. Parce que vécu pour me sécuriser, pas comme les autres microbes, prendre un couteau, aller voler les gens. Non. J'étais un petit vagabond, je m'intégrais à la société comme tous les enfants pour ma sécurité, comme on le dit. D'accord. Voilà. Mais il t'est arrivé de faire des palabres aussi une fois? Si, il m'est arrivé, comme je l'ai dit, parce que nous, notre parti s'appelait Bromacoté. D'accord. Et l'autre s'appelait Atekoubé. Okay. Donc, il y avait des gangs rivaux. Voilà. Tu ne devais pas arriver de l'autre côté. Voilà. Ok. Mais un jour, comme ça, mon papa m'a envoyé pour aller faire des achats à Atekoubé. En tant que moi, je sais très bien, je ne dois pas arriver là-bas. Mais le vieux, lui, il n'est pas au courant que tu étais dedans, en fait. Non, il n'est pas au courant. Je suis son fils. Il m'a envoyé. Je suis obligé d'aller. C'était la nuit, vers les 20h, 21h. D'accord. Cette heure-là même que les gens se promènent beaucoup avec les gangs rivaux, se promènent beaucoup avec les machettes, les couteaux. Bon, moi, je partais pour acheter mes trucs. Arrivé là-bas, il y a un qui m'a repéré. Wow. Il m'a repéré et puis il a contacté ses gars. Il y a un Abrassien qui est rentré. Ils ont commencé à s'appeler. Je vois. Et toi, tu suivais tout ça en fait? Non, bon, au début, pas d'idée, en fait, je ne savais pas. D'accord. Je ne savais pas. D'accord. Quand Dieu veut t'épargner, il va t'épargner. D'accord. Je ne savais pas. Je suis parti faire mon truc. Je sortais. Dieu merci, j'étais arrivé aux frontières entre Abras et Atekoubé. C'est là, ils vont couper devant moi. Ils vont enlever les machettes. Ils vont enlever les trucs. Bon, je suis dedans. Il faut que je m'adapte. J'ai commencé à me jouer
les noussis aussi, comme on le dit. Oui. Ils commençaient à crier, tu peux rien faire. Ça là, ça passe pas comme à l'époque. Pour intimider en fait ceux qui sont Voilà, passés toi en fait. pour les intimider. Oui. Donc ça fait que le fait de crier, ça a appelé une foule. D'accord. Et lorsque la foule est sortie, puisque j'étais aux frontières, mais les gars d'Abras aussi sont sortis et ils ont vu que nous on est plus nombreux que eux. Ils sont rentrés dans les quartiers, voilà comment ça s'est passé. Bon. Franchement, on ne peut pas s'imaginer parce que moi aussi, j'ai un peu vécu cette histoire dans le temps. Nous, on avait un peu peur et on voyait ce qui se passait un peu à Abidjan. C'est vrai que maintenant, tout a un peu changé, la sécurité, tout ça. Ouais. Mais avant, c'était fort. Oui, c'était fort. C'était fort. Malheureusement, en fait, c'est ce que je te dis, malheureusement, on était forcés À être dans ce genre de choses. voilà, à faire ce genre de choses. Voilà, c'est tout. Et d'accord, donc si je comprends bien, c'est à partir de là, tu nous as dit tout à l'heure que tu as commencé la menuiserie. Donc pendant que tu étais vagabond, comme tu le dis, tu faisais ta menuiserie à côté, mais tu étais toujours d'abord ferronnier avant. Pendant les vacances, Oui. Je faisais ferronnerie avec mon papa. Avec papa. Oui. Donc c'est lorsque l'école n'est plus ça, oui. que j'ai décidé de devenir. Ma maman m'a confié à quelqu'un où je vais devenir menuisier. Bon, non, on le dit tapissier, menuisier, tout ça. Menuisier, on fait tout ça. D'accord. Mais à quel moment on va dire, parce que là tu m'expliquais que tu étais un peu dans le vagabondage, parce que tu devais survivre aussi dans certaines choses. Ouais. Est-ce que pendant que tu étais en train d'être apprenti, on va dire, menuisier ou tapissier, tu continuais toujours, ou bien c'est à partir de quel moment tu as arrêté? Bon, je t'explique un peu. Oui. Parce que où je partais apprendre, c'était loin de mon quartier. Ok. Voilà comment je vais m'éloigner de tout ça un peu. Ok, d'accord. L'atelier de mon papa était à Bromacoté là-bas, aux frontières même entre Atekoubé et Adjamé. Donc du coup, on était toujours dans ce milieu-là. D'accord. Par contre, le côté... menuiserie m'a fait éloigner de tout ça. Ça se trouvait où ça? À Washington, l'ancien Washington, je ne sais pas. D'accord. Où il y avait beaucoup de tapissiers. Oui. Voilà. D'accord. Donc là, tu t'es obligé de partir chaque matin. Chaque matin, et puis je rentrais chaque soir. Donc tu n'avais plus trop la vie de ça. Voilà comment je me suis déconnecté de ça un peu. D'accord. Et puis moi-même, j'avais envie d'apprendre. Étant là-bas, c'est là que le métier t'a plu. Effectivement. D'accord. Et tu as fait combien de temps d'apprentissage? Bon, longtemps. Hein? Bon, d'abord là-bas, j'ai fait 1 an avec ce gars-là. Lui, il m'a pris pour aller me donner à son grand frère qui est au Des-Plateaux. D'accord. Qui est aussi tapissier? Qui est aussi tapissier. Parce qu'il avait fait son atelier nouvellement, il n'avait pas d'éléments. D'accord. Puisque l'autre, c'était mon beau. C'était le mari à ma grande soeur. D'accord. Je le fatiguais beaucoup. D'accord. Donc, pour se débarrasser de moi, il va aller me donner à son grand frère. Voilà comment tu te retrouves au Des-Plateaux maintenant. Voilà comment je me retrouve au Des-Plateaux. Ok. Son grand frère, puisque il n'y avait pas d'apprenti qui pouvait l'aider, il était obligé de m'apprendre rapidement. D'accord. Tu vois? Ok. Il m'a appris rapidement à comment bourrer, à habiller, comment faire fauteuil. Bon, avec le temps, j'ai aimé le travail. Donc c'est là-bas même que l'amour a commencé. J'ai ma vie de vagabondage, ma vie de... Bon, on a commencé à oublier ça facilement, quoi. Soit si tu vois. Oui. Voilà. On était obligé de le faire parce qu'on était toujours dedans. Et lorsqu'on a laissé le quartier, tu passes toute la journée au Des-Plateaux. Le soir, tu rentres, tu es fatigué, tu te laves, tu dors. Le lendemain encore. Et puis, mon patron était exigeant. Hein. Il devait arriver à 7 heures au travail. Donc, et puis je marchais. D'Adjamé, Bromacoté, au Des-Plateaux. Au Des-Plateaux. Oui, je marchais. Parce que selon lui, tu dois traverser Bracody, Willy, rentrer par Jean-Améry et puis monter. Pour un jeune de mon âge, c'est logique. Donc, je devrais arriver là-bas à 7h00. Toi, tu quittais la maison à quelle heure? Bon, on a dit 6h00, soit 5h30 là-bas. Hein. Là, tu marchais pour venir? Hein? Je marchais pour venir. Le soir aussi, on descend jusqu'à 19h. Je marche pour aller à la maison. Du lundi au vendredi? Du lundi au vendredi. Waouh.
Donc, Mais je pense que quand même, ça t'a forgé. Ça t'a c'est donné tout quelque ça. chose, un caractère dans le tu sais, travail. ferronnier, Mhm. travail de ferronnier était très difficile, très dur, surtout avec ton papa. C'est vrai. Donc, quand tu trouves ce genre de coin, tu te dis, ça devient facile, en fait. Ok. Ok. Tu comprends? Je comprends très bien. Ça devient facile. D'accord. Donc, c'est là-bas maintenant que tu as commencé à mieux apprendre. Ouais, je me suis concentré sur mon avenir, sur le truc. Chaque matin, quand je partais au travail, moi, au fait, j'avais un objectif. Je voulais faire pour moi. Depuis là, je voulais faire pour moi. C'était en toi. C'était à moi. Comment je vais faire pour moi, en fait? Comment je vais créer mon mouvement? Comment c'est ces trucs-là qui étaient en moi, en fait. Donc, j'étais concentré. On a oublié cette vie de vagabondage, nous aussi, a carrément laissé. Donc, avec lui, je crois qu'il a fait 3 ans avec lui. Et puis, on a eu des accords, comme on le dit. Mhm. Des accords parce que apprenti patron, il y a des souvent, il y a des hauts et puis il y a des bas. Oui, oui. Voilà. Et puis, de chez lui maintenant, il m'a renvoyé. D'accord. Je me suis retrouvé dans un autre atelier à Bobo, D'accord. que j'ai travaillé là-bas encore pendant 4 ans. Waouh. De là-bas, Ça fait déjà 8 ans. ouais, ouais, D'accord. on peut dire Là-bas, tu as continué à apprendre encore le métier. à apprendre le métier comme tout le monde, comme tous les particuliers. On D'accord. travaille avec des marteaux, des points de sémence, Mhm. des agrafeuses à main, Oui, oui. de manière comme tout le monde connaît. D'accord. Voilà. Et puis, dans cet atelier, il y a un livret de mousse qui est venu livrer mousse. Il est quitté à l'usine. Il est venu livrer mousse. On va voir dire le nom de l'usine pour ne pas rentrer dans tout ça. Oui, oui. Il est venu livrer mousse à l'atelier. Donc, j'ai pris son contact. Le livret. Ah. Parce que lorsqu'il a ouvert le camion, Oui. il y avait des fauteuils dedans, mais bien faits. Tout était excellent dans le camion. Oui, c'est joli. On dirait des fauteuils importés. Oui. Je lui ai demandé, chez vous à l'usine là-bas, vous fabriquez des fauteuils? Il dit oui. Il peut avoir ton contact. Il m'a donné le contact. J'ai commencé à contacter le gars. On causait. D'après lui, il a donné mon nom à son boss. Mais comment on appelle ça, mes coordonnées, tout. Son boss m'a appelé un jour. Et puis, il m'a proposé de venir travailler avec eux. Bon, d'abord, c'est moi qui voulais aller travailler avec eux. Maintenant, un bon jour, ils avaient besoin d'un élément parce qu'il y a un élément chez eux qui avait chuté. Donc, ils avaient besoin de fermer ce trou-là. D'accord. Voilà comment il s'est rappelé à moi, en fait. Immédiatement. Il m'a appelé. Est-ce que demain, ce sont des Libanais? Oui. Est-ce que demain, tu peux venir? C'était à la zone industrielle de Yopougon. D'accord. Demain matin, on dit 6 heures, je ne connais pas le coin. Je suis sorti de la maison. Courir jusqu'à renseignement, transport. Je me suis retrouvé devant l'usine. Ça devrait commencer à 8 heures. Les gens étaient là avant 8 heures, 7 heures. Ils sont venus. À 8 heures, le Libanais m'a accueilli. On est rentré. Il m'a donné 2 ou 3 trucs de faire. J'en teste. Bon, je ne suis pas habitué à leur manière de travailler. D'accord. Donc, j'ai fait à ma manière. D'accord. Ah bon, il m'a dit, bon, c'est parce qu'on a besoin de quelqu'un, sinon je n'ai pas le niveau. J'ai accepté. J'ai accepté d'apprendre avec eux. Tu as accepté d'apprendre. Ouais. Quel que soit le prix. On m'a proposé des prix foutaises, mais j'ai aimé. J'ai vu l'usine est grande. Ils sont équipés. Ils travaillent bien. C'est des savoirs importés. Il dit, mais pourquoi ne pas apprendre ce savoir-là? Mais comme j'avais cette volonté de bien faire les choses, j'aimais le travail. J'ai fait 9 mois avec eux. Et je n'ai pas duré là. 9 mois. 9 mois. Donc, attends, si je comprends bien, tu me disais quoi que tu as fait 9 mois uniquement. Alors que dans les autres endroits, tu as fait 3 ans et tout ça. Ouais. Mais pourquoi 9 mois? 9 mois parce que
il me suffisait de quelques mois pour apprendre les manières de travailler. Hein. J'étais pour aller pour apprendre, pas pour aller travailler pour les gens. D'accord. Toi, tu avais déjà tes idées. J'avais mes objectifs. D'accord. Je voulais m'installer. Donc, les manières de travailler m'inspiraient. Les savoirs m'inspiraient. D'accord. Je voulais apprendre à travailler comme eux afin de m'installer. Donc, 9 mois a suffi pour apprendre. Pour apprendre. Et c'est de là que tu as... C'est de là-bas maintenant que tu as cherché à pouvoir faire ton entreprise. Ouais. Ou bien tu es passé d'abord à la maison. Faire l'entreprise. On ne parle pas d'entreprise d'abord, on parle d'atelier, un coin où... Là, mais tu as trouvé, tu as fait un nouveau coin à toi seul maintenant, quoi. Ouais. Bon, je t'explique un peu. Pour laisser les gars, j'ai fait contact à un de mes amis qui s'appelle Chakoul. D'accord. Ah, Chakoul, c'est comme toi tu travailles dans telle entreprise, moi je travaille dans telle entreprise, on a acquis des savoirs. Est-ce qu'on va pas s'associer pour monter quelque chose? D'accord. Ah, il m'a dit c'est une bonne idée, hein, parce que déjà les gars là, ils sont venus pour nous exploiter. Ils nous payent pas bien, et puis en plus on travaille comme sans être déclaré même. D'accord. Donc on s'est associé pour monter quelque chose. Maintenant pour monter quelque chose, il faut un lieu, une localité. Mais comment ça va se passer? Bon, puisque par la grâce de Dieu, moi, mon papa, on a une cour à Djamé et puis il y a un petit coin qui reste à côté. On s'est dit, pourquoi pas commencer ici? D'accord. On a commencé un peu. Donc là-bas, vous avez mis votre atelier? On a mis notre atelier. On ne parle pas d'entreprise d'abord, on parle d'atelier. Oui. On n'avait même pas d'équipement. Waouh. Voilà, on a eu quelques petites commandes où on a pris en vase des gens, aller payer 2 ou 3 trucs pour pouvoir fabriquer fauteuil. C'est-à-dire, c'est sur l'avance que vous avez fait votre premier fauteuil. C'est ça. Ça veut dire on prend l'avance, on paye les articles de fabrication pour fabriquer les fauteuils. En même temps, on paye nos matériels. Ça veut dire notre agrafeuse, nos marteaux. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. On est venu se débrouiller à côté de la cour pour faire le premier salon. Lorsqu'on a fait le premier salon, à côté de la cour, les gens qui passaient, ils ont vu, ah, celui-là, il travaille bien, celui-là, il travaille bien. Voilà comment le deuxième salon est sorti, le troisième. Et puis, on s'est débrouillé comme ça. Wow. On s'est débrouillé comme ça. L'atelier, c'était un petit hangar. Il n'y avait même pas c'était pas couvert, c'était hangar, 2 ou 3 tôles pour pouvoir s'asseoir en bas. Et puis on travaillait sous soleil. Wow. Ouais, on fabriquait sous soleil à côté de la cour. Quand on est fatigué, on se repose et puis après on reprend. Voilà comment tout a commencé. Et puis... Mais tu sais, quand tu es en train de me parler, depuis qu'on a commencé l'émission, je constate que tu as comme un esprit d'entrepreneur qui est en toi depuis très très longtemps. Parce que pour avoir traversé tout ce que tu as eu à vivre et toujours garder dans ta tête ton objectif, c'est-à-dire bâtir quelque chose à toi-même, je pense que il faut vraiment avoir l'étoffe même de l'entrepreneur. Et c'est ça qui m'envoie à te poser une question. C'est une parenthèse que j'ouvre. Tu sais, de manière générale, en ce moment, partout sur le net, tu vois les gens en train de dire comment commencer des 0 francs pour devenir millionnaire. Bon, moi je dis, est-ce qu'on peut commencer à 0 francs? Est-ce qu'on peut commencer? Il y a au moins quelque chose, l'intelligence, le local. Mais tu me dis que là, tu as dû prendre l'argent des commandes pour pouvoir venir. Donc, tu avais déjà au moins une petite expérience. Oui. D'abord, quand j'étais à l'usine, d'abord, on économisait nos salaires. D'accord. Il y a ça aussi qui nous a lancé. Et puis, il y a le soutien des parents. Genre, tel que ce petite localité qu'on te dit, il faut prendre, tu vas faire. On ne peut pas partir de zéro, mais on peut partir de son expérience. D'accord. Au moins, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Si on peut se baser. Voilà, c'est comme tu vas à l'école, tu as appris quelque chose. Si tu as de l'argent et que tu n'as rien appris, tu ne peux pas faire partie de quelque chose. Oui, ça c'est vrai. Est-ce que tu vois? Donc, l'économie qu'on avait gardée à partir de l'usine où on travaillait, nous a propulsé un peu à acheter certains matériels qui devaient nous aider à fabriquer.
Bon, pour ne pas être indiscret, je sais que c'est un peu personnel. Mhm. Ça peut être combien comme ça? Combien comme ça? Que vous avez pris pour commencer? Disons 200 000, 250 000. 200 000, c'est quoi? Pour 250 € pour commencer Ouais. le business. Oh, ça, c'est le fruit de votre travail, c'est votre salaire C'est notre salaire cumulé cumulé. pendant Oui. quoi, quelques mois. Pendant 9 mois comme ça, 250 000. Waouh! Oui. Oui. Donc, tu me racontes quoi là? Pendant au moins 9 mois, est-ce que vous avez pu garder de côté quelque chose? Oui, c'est ça. C'est ce qu'on a pu garder de côté. Et puis nous deux. Et ça, c'est pour 2 personnes. C'est pour 2 personnes. Ça veut dire, lui, il envoie au moins 150 000, moi, il envoie 180 000 ou 100 000 pour pouvoir faire quelque chose. Pour pouvoir payer les tôles, faire hangar, marteau, pointe, bon, pour pouvoir donner un coin où on dit on fabrique fauteuil ici. Et ça, la seule chose que vous basez là-dessus, c'était votre expérience. Vous avez dit, Oui, si voilà. on est déjà, on a notre expérience. On a notre expérience. À partir de ça, là, on a notre expérience. D'accord. Et puis, on s'est lancé parce que même Chakoul avait déjà eu ce commande-là. Il y a une personne qui lui avait dit, ah, fabrique ça pour moi. Donc, on s'est dit, bon, pourquoi pas en même temps faire avec? Tu ne peux pas te lancer sans avoir de commande. On était à l'usine, bon. On s'est dit, bon. Ah, il a dit, ah, j'ai une commande. Hein. On fait comment? Ah, moi, il a dit à mon papa qu'il veut m'installer. Il dit de prendre cette couloir-là. Donc, on va venir faire ça avec. Voilà comment on a commencé. Donc, déjà, je pense que l'aide aussi de papa, c'était quelque chose de voilà, c'était quelque chose de grand. Voilà, où s'installer. D'accord. Parce que c'est le plus compliqué. Beaucoup d'hommes veulent s'installer, mais ils n'ont pas un endroit, des espaces pour s'installer. C'est difficile. D'accord. Donc, c'est de là que tu as créé directement, ou bien tu es passé encore par certains endroits avant d'arriver là où tu es aujourd'hui? Là encore, on a eu première commande, deuxième commande, troisième commande. Puis, arrivé à un certain moment, on n'avait plus de commandes. Voilà comment ça a commencé à chauffer. Wow. On ne peut pas dire que... Tout entrepreneur passe par là. Voilà, on ne peut pas dire qu'on est venu s'installer et puis on a commencé à fabriquer, puis c'est parti, bim. Hein. On a nimi, comme on le dit. On a galéré. C'était chaud. C'était chaud. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as voulu abandonner? Pas abandonner, je n'ai pas cet esprit. Mais comment améliorer? Comment ça va venir? Comment les marchés vont venir? Je peux fabriquer. Mais comment attirer la clientèle? Je n'avais pas cette expérience, c'est tout. Tu avais la connaissance de fabriquer. De fabriquer. Comment trouver les clients là? C'est ça, c'est un autre truc. C'est un autre truc. Comment trouver? Et donc là, quoi? Comment ça s'est passé après? Là, le truc est venu de mon grand frère, le ferronnier. Le ferronnier. Mon grand frère, étant un ferronnier, avait un grand contact qui vendait des meubles au deux plateaux. Donc, il a dit à ce gars, ah, j'ai mes petits frères qui fabriquent fauteuils. Ce dernier a pris mon numéro. Non, il m'a donné le numéro de ce dernier. Ce que je faisais à l'usine. Il avait fait quelques vidéos à l'usine, quelques plans de mes fauteuils. J'ai envoyé ça au gars. C'est un Marocain. Bon, il a fait des mois sans me répondre. Il a fait vu, mais il ne m'a pas répondu. Et pendant ce temps, nous, on était à l'atelier, on galérait, on priait à ce qu'un jour, ça puisse aller. On se demandait comment. Moi, j'avais oublié le gars. J'avais envoyé des images, c'est tout. J'avais oublié parce qu'il me disait que je ne peux pas forcer. À autre chose, en fait. Oui, je suis passé à autre chose. Je ne peux pas forcer. Tu vois, non? Oui, je vois très bien. Et puis, mon collègue Chakoul, lui, il était marié. Hein. Il devrait donner l'argent de popote. Il quittait à Bobo pour venir à Djamé. Souvent même, on n'avait même pas de transport. On avait une troisième personne qui nous accompagnait. Oui. Et lui aussi, il quittait à Yopougon. C'est moi, j'étais à Djamé, dans la cour de mon papa. Et puis, la télé était à côté de la cour. Toi, tu étais toujours obligé d'être... Voilà. Moi, je ne payais pas de transport, en fait. Oui, je vois. Donc, ceux même qui quittaient loin, c'est eux qui avaient plus de difficultés encore sur eux, plus que moi. Parce que moi, quand c'est chaud, ils rentrent dans la cour et peuvent manger.
Tu as vu, tu avais ce soutien, il peut rentrer dans la cour, je vais manger. Bon, il ne peut pas manger aussi et pour les laisser à l'atelier. Oui, oui. Donc, on était obligé, la maman nous donnait à manger. Ça n'allait pas un moment en tout cas, ça n'allait pas un moment. Ça n'allait pas, il n'y avait pas marché. On avait nos talents, mais il n'y avait pas marché. Et c'est dans ça, un jour, ce Marocain-là m'a appelé. Ah, les images que tu m'as envoyées, c'est toi qui as fait? Il dit oui, c'est moi qui ai fait. Bon, je suis dans tel coin, viens me trouver dans tel ou tel coin. Je vais là-bas. Je vois son magasin, c'est un grand magasin. Il me dit, bon, j'ai quelques marchés à te donner. Tu vas faire tel ou tel truc à combien pour moi? Bon, moi j'ai dit mon prix. Il dit, bon, le prix que tu as dit là, je sais que ça peut faire. Il a ajouté encore dessus. Waouh! Ouais, juste, il veut que de bien faire. Oh, toi, tu voulais aussi donner. Oh, toi, tu t'as donné un prix pour avoir ton marché. Pour avoir mon marché. D'accord, d'accord. J'ai dit un prix où je peux juste. Il y a un peu de bénéfices. Parce que j'avais peur de perdre le marché en disant des prix. Donc, il a rajouté un peu dessus. Et puis, il m'a commandé 2 ou 3 trucs. Voilà comment l'atelier a commencé à se mouvoir. On a commencé à travailler comme ça. Bon, je remercie ce vieux-là. Hein. Il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé avec les marchés. Voilà comment, en tout cas, tout est parti. Jusqu'à on a vu que l'atelier à Djamé est petit. Et puis nous, jusque là, lorsqu'on gagnait les marchés, on cherchait à acheter des matériels de qualité. Des matériels qui vont nous permettre, en tout cas, d'industrialiser le business. On ne travaillait pas toujours pour pouvoir vivre cette vie de luxe, quoi, mais pour pouvoir se stabiliser au niveau même de l'atelier. Comment on va pouvoir fabriquer tel ou tel modèle? Il faut des machines pour ça, il faut des matériels pour ça. Donc, lorsqu'on a cette bénéfice, on va payer tel matériel. Tel bénéfice, on va payer tel matériel. Jusqu'à ce que l'endroit est devenu petit pour nous. Et tout ça avec le soutien du Marocain. Wow. Donc c'était un client stable. C'était un client stable. On remercie Dieu à ce... Mais avant son arrivée, en tout cas, on a galéré. On a galéré des mois même. Donc, voilà comment on s'est retrouvé à chercher des localités en dehors d'Adjamé. Et puis Dieu aussi a fait grâce par le contact de quelqu'un. Vous avez pu trouver ce site-là? On a trouvé ce site à Angré ici, juste à côté de Mizawi. Au début, c'était champ. Ok. Champ de, comment on appelle, manioc. Manioc. C'était un peu bizarre. On a fait un budget pour pouvoir mettre le coin bien propre. Et le budget s'élevait à plus de 2 millions. Wow. L'hangar, terrasse, qui n'a rien à voir avec les matériels. Et c'est ce même Marocain qui nous a financé encore. Mais là, vous avez demandé aux Marocains cette fois-ci? C'est suite à un marché? Suite à un marché. Suite avec un marché. Quand il dit, il nous a aidés, parce qu'il y avait son marché toujours qui était là. Donc du coup, ça fait que il payait bien. Oui. Régulièrement aussi. Régulièrement. Donc on a pu financer à monter l'hangar qui fait 9 mètres sur 10. Hein. Et puis on a fait les terrasses, à déménager l'atelier à Angré ici. Et puis on a commencé à travailler, on a commencé à voir la clientèle d'Angré. Et puis un peu aujourd'hui, on peut dire alhamdoulilah. Alors,
Bon, ouais. D'accord. Donc, comme aujourd'hui vous êtes à Angré, c'est en même temps une manière pour moi de dire à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre, il y a l'atelier qui se trouve au niveau de Cocody, Angré. En tout cas, si vous êtes du côté de la Côte d'Ivoire, Cocody, Angré, au niveau d'Angré, Djorobité 1, Misawi. Voilà. Et il y a les numéros qui seront en description, vous pouvez appeler. Et je tiens aussi à vous dire que ils font aussi des meubles, même au niveau international. Ils envoient dans certains pays, tout ça. Tout à l'heure, nous allons aller visiter le site où tout est confectionné. On vous présente déjà même ce qu'ils font, qu'ils exposent, afin que vous puissiez avoir au moins une idée de ce travail-là. Voilà. Mais moi, en tir vers la fin de l'émission, avant qu'on ne puisse partir et sur le site là-bas pour pouvoir regarder un peu comment ça se passe, je veux te demander, au niveau de ton personnel, est-ce que ça a été facile pour toi de pouvoir regrouper des personnes? Ça n'a pas été facile parce que il fallait recruter les petits frères, les cousins pour pouvoir travailler. Parce que on a commencé, on était 3 personnes. D'accord. À Djamé, on était 3 personnes. Lorsque les parents passaient et puis ils voyaient notre travail, ils disaient: ah, vous travaillez ici maintenant? Ils disaient: oui. Ah, vous faites bien, hein? Et vous avez mon fils. Ok. Vous allez l'apprendre à travailler. Donc de bouche à oreille. Voilà comment on a recruté les cousins, les amis du quartier, les petits frères du quartier. Et puis on les a formés un peu, on a évolué ensemble. Oui. Voilà. Aujourd'hui même, je constate que vraiment c'est une équipe voilà. Très à travers tel petit, lui il a fait venir son ami, l'autre a fait venir son ami. Voilà, on travaille en famille. Alors moi, je vais te demander, qu'est-ce que tu peux dire à un entrepreneur qui a peur de se lancer? Toi qui as eu le courage, quand on regarde ton parcours, tu pouvais abandonner. Tu pouvais même tomber dans certaines situations et puis dire: bon, je préfère faire une vie facile, mais tu as continué. Je sais que tu as encore d'autres ambitions. Ouais. Avoir de très grands projets, parce que je te connais. Quand tu parles, on sait que tu veux bâtir quelque chose de grand. Mais qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui veut abandonner? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, dès l'instant qu'il y a un petit problème, disent: oh non, c'est pas pour moi, je m'en vais faire autre chose. Bon, abandonner, c'est ce que je te dis, c'était pas dans mon level. Parce que moi, je faisais pas ça pour de l'argent au début. D'accord. Même jusqu'à présent, je ne fais pas ça pour de l'argent, mais je vis par... À travers ça. À travers ça. Donc, ça me plaît déjà. D'accord. Voilà. Parce que moi, lorsque tu fais quelque chose que tu veux abandonner, c'est que tu n'as pas l'amour du chose, en fait. D'accord. Tu vois? Tu n'as pas l'amour de ça. Quand tu as l'amour, tu ne peux pas abandonner. On n'abandonne pas ces projets. On n'abandonne pas. On chute et puis on se relève et puis on continue. Souvent, ça t'arrive de pleurer, tu pleures. Il faut pleurer. Mais chez toi à la maison. Mais demain, lève-toi, sors. Il faut aller t'asseoir à l'atelier. Ça va aller. Tu vois? Oui. Voilà. Un entrepreneur n'abandonne jamais. Et puis, il ne faut pas... Au début, en fait, c'est les commerçants qui disent souvent c'est dur, mais un entrepreneur, un fabricant, quelqu'un de métier, c'est pas facile pour toi d'abandonner. Tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas. Tu vois, non? Oui, je vois très bien. Voilà. Il y a les différents métiers. Moi, si tu es dans notre domaine, tu ne peux pas abandonner. En tout cas, quand tu as gros cœur, tu ne peux pas abandonner. Tu es obligé d'aller. Tu es obligé de sortir pour aller. Et puis Dieu va faire grâce. C'est tout. Et aujourd'hui, c'est vrai que tu dois continuer, tu as beaucoup de choses, mais quels sont tes projets futurs? Mes projets futurs, bien vrai qu'aujourd'hui, on peut dire, alhamdoulilah, l'atelier est grand, on a des équipements, mais on cherche encore toujours des financements pour faire des très grandes usines. Des très grandes usines, d'importer des machines même qui peuvent... pour concurrencer un peu les pays des sous-régions, même pour concurrencer les Blancs même. On a le savoir. Mais en termes de financement d'une certaine envergure, on n'a pas ça. Tu vois? Voilà, on a le savoir, on a ce qu'on a tel que les machines industrielles, mais on a encore besoin, cette localité est encore petite. D'accord. On a besoin en tout cas de faire grand.
de fabriquer à l'échelle mondiale, comme on le dit. Voilà. L'échelle industrielle, tout ça. Voilà. Plusieurs produits pour pouvoir, pour pouvoir, représenter la Côte d'Ivoire un jour. Comme on le dit aujourd'hui, tel pays est numéro 1 en meubles, l'Italie, Turquie. Pourquoi pas la Côte d'Ivoire? On a le savoir. C'est parce que le financement est limité. Tout ce qu'on fait ici, on fait selon nos marchés. On a besoin de l'aide du gouvernement aussi. D'accord. Est-ce que tu vois? Oui, je vois très bien. Voilà, le gouvernement peut nous donner un site, des financements pour acquérir des machines. Sinon, il y a le savoir. Mais il y a des machines qui coûtent des millions où on n'a pas les moyens pour les acheter. Mais si on a ça en Côte d'Ivoire, personne ne va aller importer des fauteuils ailleurs, hein, ou soit des ameublements ailleurs. Hein. Mais quand tu parles de ça, je tiens en même temps à dire que toi-même, il y a beaucoup de tes meubles qui se sont retrouvés sur plusieurs grandes surfaces. On ne va pas dire le nom de ces surfaces, mais que les gens prenaient. Parce que tu fais des choses vraiment excellentes en quelque sorte. Ouais. Ce paramètre-là, on ne va pas trop en parler parce que c'est des partenaires. Oui. Voilà. C'est le business. C'est le business, on ne va pas faire sortir. D'accord. Voilà, donc on travaille avec plusieurs partenaires qui prennent nos articles, voilà, qui revendent sur des grandes surfaces. Mais c'est un paramètre qu'on va laisser. D'accord, c'est normal, je pense que c'est le business. Ouais, donc là, je pense que maintenant, on va passer à l'étape où on va aller au niveau de l'atelier, où on peut découvrir un peu tout ce que tu es en train de faire. D'accord. En tout cas, merci. Alors, Ibe, comme tu me disais déjà, lorsqu'on t'en a parlé, je pense que là, maintenant, on est dans l'atelier. C'est ici que tout se passe, en fait. Effectivement. D'accord. C'est ici que tout se passe. D'accord. Ce que tu vois ici, là, à Abidjan ici, à part les Libanais là, c'est nous, on fait de la bonne qualité. D'accord. Qu'est-ce que tu vois? D'accord. C'est nous, on a investi dans les matériels de bonne qualité pour pouvoir faire des fauteuils vraiment qui sont en tendance. D'accord. Qui sont à la mode comme on le dit. Donc c'est un matériel exporté. On essaie de prendre pour envoyer ici. Effectivement, ce sont des matériels qui... Quand il était pris le côté pour emporter... Effectivement, c'est le français. Donc c'est la même chose qu'on trouve dans les grandes surfaces. C'est un peu ça que vous faites ici. C'est la même chose. On essaye un peu de faire comme les Blancs, comme on le dit. D'accord. Parce qu'en Afrique, ici, en Côte d'Ivoire, tout le monde se débrouille pour faire. D'accord. Non, on ne veut pas se débrouiller. On veut industrialiser au fait. D'accord. Est-ce que vous voyez? Je vois très bien. On veut industrialiser, on veut rendre le mouvement grand. On veut que les Ivoiriens aussi n'ont qu'à avoir des fauteuils de bonne qualité, jolis, modernes dans les salons. D'accord, il n'y a pas de souci. On va visiter un peu l'atelier. Si par exemple, qu'est-ce qu'il est en train de faire comme ça? Voilà. Actuellement. Il est en train de bourrer. On appelle ça bourrer. D'accord. Plus facile, les gens disent habiller. Habiller, d'accord. Voilà. Donc nous, dans nos jargons tapissiers, on appelle ça bourrer. D'accord. Vous voyez cette machine-là, ça marche à la compresseur. Tu peux filmer. Tu peux montrer ça. Voilà. Ça marche à la compresseur. C'est de l'air qui envoie pour pouvoir gérer ça. Voilà. Et tu ne vas pas voir ça ailleurs, à part chez nous ici. À part aussi chez les Libanais, bien sûr. D'accord. Voilà, d'accord. Mais et au niveau du tissu, tout ça? Au niveau du tissu, c'est des tissus qui sont importés. C'est des tissus de très bonne qualité qu'on utilise ici pour faire déjà nos fauteuils. D'accord. Et par ici aussi. Ok. Contrairement aux autres ateliers, nous on utilise des vis. Des vis? Ouais, des vis. Ok. Pour monter les fauteuils. Pour les rendre plus solides. Donc là, il y a une grande durée de vie en fait. Effectivement. Ça veut dire tu en formes comment. Quand tu t'assois dessus, c'est solide. Non, pour ça, franchement, moi, je peux te dire que je suis d'accord. Parce que j'ai déjà eu tes fauteuils chez moi. Et jusqu'à présent, ça fait des années, ça tient. Toi, tu vois comment moi, je suis en forme. Ça tient. J'arrive, le fauteuil résiste quand même. Voilà. En dehors de ça, voici la piqueuse.
Ok. C'est une très grande machine. Mhm. Voici la taille réelle des machines que tu retrouves un peu au dehors. Oui, oui, oui. Tu vois la différence. C'est vrai. Elle est plus Voilà, large. plus large. Mhm. C'est les machines industrielles. Comme je te D'accord. l'ai dit. On D'accord. essaie d'industrialiser le marché ivoirien pour que nous aussi, les Ivoiriens, on montre nos talents Mhm. au public. Mais elle sert à quoi particulièrement, cette machine-là? Voilà. Elle sert à piquer des tissus composés des mousses. Ah, ok. Ok. Qu'est-ce que vous voyez? Par exemple, voici ce qu'il a fait. Ce qui est là, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Ok. Ahmed, attends. On va voir un peu. Bisous. Tu vois, pour créer ce genre de design Oui. dans le fauteuil. C'est cette machine qui est là qui arrive à faire ça. Effectivement, c'est ça. Donc, il y a coup maintenant. Hein. Premier Gaou, je pense qu'on est un peu Gaou parce qu'avant nous on se disait, Uh-huh. c'est les mêmes machines Non. des couturiers là quand on essaie de Non. prendre pour pouvoir faire. Mais là je constate que c'est. Voilà, c'est deux machines différentes. Tout le monde, il y a des gens même qui viennent chez nous Mhm. pour pouvoir utiliser cette machine et louent. D'accord, donc il y a des personnes qui n'ont pas ça. Qui n'ont pas ça. Et montre un peu ce qu'il a fait. C'est-à-dire, ils viennent directement ici à l'atelier Uh-huh. pour faire cette partie uniquement. Effectivement. Et puis, D'accord. prends maintenant le tissu. Oui, oui. Ils vont aller habiller leurs fauteuils chez eux. Ah, ok. Voilà. D'accord. Donc, D'accord. c'est Alors, un peu ça. d'accord. Donc, je vois qu'il y a plusieurs confections de meubles. Donc, c'est un peu ici que tout se passe. C'est un peu Comme on disait là-bas, Ouais. et c'est de là que tu prends pour envoyer dans le showroom. Dans le showroom. Tu c'est ça. livres aussi dans beaucoup d'endroits. Effectivement. D'accord. Effectivement. Donc ça, en tout cas, je pense que c'est un peu un secret. C'est un peu quelque chose de... effectivement. C'est un peu quelque chose d'inédit. Parce que Effectivement. tout ce qu'on retrouve dans les grandes surfaces, là, je suis en train de me faire comprendre qu'on peut trouver ça ici en Côte en d'Ivoire. Côte Et il y d'Ivoire. a des personnes qui peuvent le faire Ici en Côte proprement, d'Ivoire. comme si ça a été exporté avec un matériel de qualité. De qualité. Voilà. Travail de qualité, matériel de qualité, confection D'accord. de qualité, finition parfaite. D'accord. D'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure au showroom Mhm. et quelques exemples sur le champ. Il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, je te remercie de nous avoir reçus. On a fait une très bonne conversation là-bas. On est venu pour terminer sur l'atelier. Je tiens à le dire à tous ceux qui sont en train de suivre Visionnaire Inspiré. Je vous avais promis quitter le studio pour venir maintenant me retrouver sur le terrain avec des entrepreneurs. Et nous avons été aujourd'hui avec Ibrahim, qui est un jeune entrepreneur. On a tous écouté son parcours. Et je vous assure, peu importe là où nous suivez, à ceux qui sont au Cameroun, à ceux qui sont au Sénégal, au Burkina, il fait des travaux. Il a déjà envoyé des trucs au Burkina, si je ne me trompe pas. Au Mali. Tout ça, Ouais. il fait des travaux et c'est du professionnalisme pur. Une équipe vraiment dédiée, une équipe qui maîtrise son travail. N'hésitez surtout pas à contacter Canapé Plus. Il y a les liens qui seront en description et on se dit à bientôt.